Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. À suivre dans ce journal, le compte rendu de l'atelier de la revue au 30 juin du plan de travail annuel 2021 du ministère de l'Industrie et du Commerce ce mardi 13 juillet. Nouvelles conditions d'exploitation des ressources minérales au Bénin. Une mission de contrôle était ce lundi dans la commune de Diakotomé pour s'enquérir du respect de cette réforme. Traditionnel défilé du 14 juillet en France ce mercredi, le dernier pour le quinquennat d'Emmanuel Macron. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, atelier de la revue au 30 juin du plan de travail annuel 2021 du ministère de l'Industrie et du Commerce ce mardi 13 juillet. Il vise une évaluation et une prise de décision pouvant permettre de bien finir les activités prévues pour les 6 prochains mois. Compte rendu, Carnot, François Roumbéré-Rintor et Fiacre Voitan. Après 6 mois d'exécution des activités prévues au plan de travail annuel 2020-2021 du ministère de l'Industrie et du Commerce, marqué par la persistance de la COVID-19, il s'avère important d'organiser la revue du PTA. C'est donc un creuset d'évaluation et de prise de décision afin de finir les activités prévues pour les 6 prochains mois. Présidé par Chadia Alimatou Souma, ministre de l'Industrie et du Commerce, cet atelier vise un objectif précis. Au-delà de son caractère d'échange, de partage, d'expérience et d'analyse au plan intellectuel, le présent atelier vise donc à prendre compte aux différentes parties prenantes pour l'essentiel de la performance du ministère. Il sera également question au cours de ces assises de faire une analyse sur la réalisation efficiente et efficace des activités prévues dans le PTA Gestion 2021 au titre du premier semestre de l'année. De façon spécifique, il s'agira d'évaluer les prévisions aux réalisations pour déterminer les écarts, d'apprécier les niveaux d'exécution physique et financière du PTA au 30 juin 2021, d'identifier les difficultés rencontrées et les mesures correctives qui s'imposent de manière à améliorer le processus de mise en œuvre de notre PTA. Une communication sur le bilan de l'exécution au 30 juin 2021 du plan de travail annuel du ministère a donné le top aux activités prévues. La première revue semestrielle des projets du portefeuille consolidation de la démocratie, de l'état de droit et promotion de la bonne gouvernance du programme de coopération entre le Bénin et le PNUD au titre de l'année 2021 s'est tenue ce mardi 13 juillet à l'Infosec de Cotonou. Les travaux ont été lancés par le ministre du Travail et de la fonction publique, Clémence Tonoucoin et Fiacre Voitan. La présente revue, la première de l'année budgétaire en cours, est une exigence du programme de coopération Bénin-PNUD 2019-2023. Elle permettra d'apprécier l'évolution de l'exécution des activités du premier semestre et de proposer des ajustements nécessaires pour parvenir à de meilleures performances au titre du prochain semestre. Pour le représentant résident du PNUD au Bénin, l'activité revêt une importance capitale. Cet exercice s'avère donc indispensable pour l'atteinte de notre but commun, en référence à notre élan collectif pour faire face à divers défis que nous avons identifiés lors du processus d'élaboration du programme de coopération Bénin-PNUD 2019-2023. En vue donc de contribuer à faire du Bénin un pays de paix, de sécurité, où fonctionnent des institutions responsables, transparentes et efficaces, accessibles à tous, et où règne une justice plus efficace et davantage respectueuse des droits de l'homme. La ministre du Travail et de la fonction publique, dans son discours d'ouverture, a dévoilé les 4 points autour desquels seront axés les travaux. Elle a ensuite invité les participants à faire preuve de rigueur dans l'examen des documents qui seront soumis à leur appréciation. Primo, faire le point de la mise en œuvre des actions au cours des 2 premiers trimestres de l'année,
Secundo, tirer les leçons qui s'imposent. Tertio, partager les actions à mettre en œuvre au cours des 2 derniers trimestres de l'année. Enfin, quarto, procéder aux ajustements nécessaires. Je vous exhorte donc à examiner avec rigueur les documents qui vous seront présentés afin que vos analyses puissent déboucher sur des recommandations idoines pour l'amélioration des performances à la prochaine revue. Les résultats de cette revue permettront de réajuster le plan de travail pour les 5 mois restants pour l'atteinte des objectifs des projets. Le gouvernement du Bénin a défini de nouvelles conditions d'exploitation des ressources minérales du pays. Une mission de contrôle a été effectuée ce lundi dans la commune de Diakotomé pour s'enquérir du respect de ces nouvelles conditions. Le point avec Jonas Bouchi. La carrière d'Agokwe Balimé de l'arrondissement d'Adjintime, commune de Diakotomé, a accueilli ce lundi 12 juillet 2021 le préfet Christophe Megbedi et toute l'équipe de la brigade mobile pour vérifier la conformité aux nouvelles conditions d'exploitation des mines. D'après les directeurs départementaux des mines et du cadre de vie, le constat sur ce site n'est pas rassurant. Le constat, c'est un désastre environnemental. Un véritable désastre environnemental, un non-respect caractérisé des mesures environnementales en matière d'exploitation des carrières artisanales. À Diakotomé, ici, nous avons 2 autorisations. Décidé à obtenir l'autorisation conformément aux nouvelles exigences, le responsable des exploitants de ces sites a introduit les dossiers pour une 4e fois sans avoir gain de cause. Moi, je commence pas à exploiter les carrières, ça fait un peu longtemps. Depuis 2011, nous avons des autorisations. Comme c'est périmé, moi, j'ai renouvelé encore et ça n'a pas sorti. Et la 3e fois, j'ai renouvelé encore et ça n'a pas sorti. La 4e fois maintenant, j'ai renouvelé. C'est moi avec Radi qui était parti déposer le même jour. Et la mine de Lokosa ne m'a pas donné mon autorisation. Vous savez, quand on donne une autorisation, c'est pour un site donné. Et c'est pour une durée donnée. Alors, lorsque le site que vous exploitez, vous épuisez les ressources qui sont sur ce site ou la durée qu'on vous a accordée passe, l'autorisation devient caduque. Vous êtes obligé de reprendre, de fournir les dossiers et de reprendre le processus. Maintenant, si vous avez plusieurs sites, vous êtes obligé d'avoir plusieurs autorisations. Parce que beaucoup de parents ne comprennent pas. Et on pense qu'il suffit d'avoir une seule autorisation et on peut aller à gauche et à droite. Non, ce n'est pas ce qui est prescrit dans les tests. Ceux qui n'ont pas encore le document du ministère doivent arrêter. Ces sites-là sont fermés systématiquement. D'après le préfet du Koufo, ces contrôles se poursuivront tant pour la sanction des exploitants clandestins que pour la sensibilisation de ceux qui ne sont pas suffisamment imprégnés des réformes. Lorsque les sites non autorisés sont identifiés, elles sont systématiquement fermées. Les auteurs, les propriétaires sont convoqués devant le juge. Tout en optant pour la sanction, nous sensibilisons. Nous allons revenir sur ce site-là de façon inopinée. Les gens seront pris. Pour mieux jouir des richesses minérales du Bénin sans compromettre la symbiose devant exister entre les hommes et leur cadre de vie, les exploitants des carrières et les autorités à divers niveaux devront accorder les violons pour le bonheur de tous. L'acquisition d'une voiture requiert une procédure bien définie par le Code des douanes. Dans un contexte où 2646 véhicules ont été frauduleusement immatriculés selon un audit de l'Agence nationale des transports terrestres, la maîtrise de la procédure de dédouanement plus que jamais s'avère opportune. Comment dédouaner alors un véhicule au Bénin? Nous avons posé la question au déclarant en douane Georges Prudencio. Suivez. Vous allez sur un parc, vous achetez une voiture, vous avez droit à ce qu'on appelle le connaissement. C'est un document qui vient avec la voiture, qui renseigne l'administration par rapport à tout ce qu'il y a sur la voiture. L'année de la voiture, par exemple, vous voyez, le châssis de la voiture, tout ça. Donc vous avez droit au connaissement, vous avez droit à une carte grise qu'on vous donne. Et lorsque vous avez la carte grise et le connaissement, vous allez vers celui qu'on appelle communément déclarant en douane ou transitaire, comme moi par exemple. Donc lorsque vous venez chez moi, eh bien moi je vous prends le connaissement et la carte grise et je me rapproche, n'est-ce pas, d'un commissionnaire en douane.
Parce que nous autres, on n'est pas connus par la douane. Nous sommes dans le circuit informel. Mais les commissionnaires en douane, ce sont ceux-là qui sont reconnus par la douane. Donc on se rapproche d'eux avec le connaissement et la carte grise. Et eux autres maintenant, ils produisent ce qu'on appelle une déclaration qui est complètement officielle. Hein. Et c'est sur cette déclaration, c'est un document sur lequel ils renseignent l'administration douanière par rapport au véhicule. Donc ils mettent sur la déclaration le nom du propriétaire, celui qui achète la voiture normalement. On met son nom dessus, on met le nom de la voiture, on met l'année, on met le châssis, on met tout ce qu'il faut. Et on met le prix également de la voiture au niveau de la déclaration que le commissionnaire en douane nous donne. Le transitaire, nous autres, nous prenons cette déclaration, on se rapproche de l'administration douanière. Et au niveau de la douane, eux autres, ils vérifient si tous ces documents-là sont conformes, si tout ce qu'il y a sur le document, la déclaration est conforme, si le prix à payer est conforme, parce que le prix à payer dépend de l'année de la voiture. Donc, lorsque le douanier, il regarde tout cela, il voit que c'est OK, il valide. Il valide ces informations-là qui rentrent dans le système de la douane. Or, n'oubliez pas que la douane est connectée avec la DTT, l'Interpol. Donc, ces renseignements-là, par rapport à la voiture, sont intégrés dans le système. Ensuite, nous quittons la douane, on va à la banque pour payer le droit, n'est-ce pas, par rapport au droit de dédouanement, par rapport à la voiture. Donc, c'est à la douane, c'est à la banque qu'on va payer. Et lorsque nous payons au niveau de la banque, nous avons une quittance. Avec cette quittance, maintenant, on amène le véhicule au niveau de l'Interpol qui vérifie si effectivement, qui vérifie de visu, si effectivement tout ce que nous avons donné comme renseignement et tout est OK. Donc, eux autres, ils vérifient effectivement. Et lorsque c'est fait, ils valident également à leur niveau. Lorsqu'ils valident à leur niveau, eh bien, la DTT est informée. N'oubliez pas. Donc, lorsque nous quittons l'Interpol, on va au niveau de la DTT qui nous produit maintenant une nouvelle carte grise, c'est-à-dire la carte grise du Bénin, ainsi que la plaque. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se dire propriétaire d'une voiture. Lorsque vous avez accompli toutes ces formalités-là, eh bien, vous avez la plaque et la carte grise. Voilà à peu près abrégé comment on peut dédouaner une voiture. En interactualité, la cérémonie du traditionnel défilé du 14 juillet en France a eu lieu ce matin sur les Champs-Élysées. Des restrictions étaient de mise, port du masque et la détention du pass sanitaire avant de s'asseoir dans les tribunes et d'assister au défilé. Avant de rejoindre la tribune officielle à ce dernier défilé en tant que président, Emmanuel Macron a remonté l'avenue des Champs-Élysées à bord du commande-car, un véhicule militaire blindé. Suivez à présent ce reportage qui retrace les différents défilés de Macron au cours de son quinquennat. Entre le chef de l'État et son armée, tout a commencé par une crise. Rappelez-vous, le 12 juillet 2017, soit moins de 2 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, réagit plutôt mal aux coupes de 850 millions d'euros dans son budget annoncé 2 jours plus tôt. Le grand écart entre les objectifs assignés à nos forces et les moyens alloués n'est plus tenable. Je ne me laisserai pas comme ça. Des mots fleuris qui arrivent aux oreilles d'Emmanuel Macron qui, le lendemain, au ministère des Armées, hôtel de Brienne, procède à un sérieux recadrage public. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Une humiliation pour le général 5 étoiles présent ce jour-là et qui, le lendemain, le 14 juillet, ronge son frein pendant le défilé aux côtés du président. Quelques jours plus tard, le gradé présente sa démission, une première dans l'histoire de la Ve République, et quitte ses bureaux sous une haie d'honneur et d'applaudissements nourris, ce qui ne manque pas de faire tiquer l'Élysée. Alors, cet épisode n'aura pas auguré de l'état global des relations entre Macron et son armée. Les budgets de la défense ont bien fini par augmenter, comme jamais d'ailleurs depuis 4 décennies. 198 milliards d'euros de crédits prévus entre 2019 et 2023. 1,7 milliard d'euros de plus par an pour un budget 2021 de 39,2 milliards d'euros, soit près de 20% de plus qu'en 2017 et un objectif de 2% du PIB consacré à la défense en 2025. De quoi satisfaire l'armée qui peut enfin augmenter ses moyens en effectifs
comme en équipement. Et puis, Emmanuel Macron a multiplié les attentions à l'égard des militaires, comme au cours des dernières années, comme cet hommage national à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, tués pendant une opération de récupération d'otages au Burkina Faso, ou l'unique cérémonie de vœux présidentielle de 2019 réservée à des militaires. Reste tout de même la tribune publiée dans Valeurs Actuelles en avril dernier et signée par de nombreux militaires, dont une vingtaine de généraux en retraite du service actif, et qui dénonce un délitement du pays et en appelle à un sursaut. Les périls montent, la violence s'accroît de jour en jour. Nous, serviteurs de la nation, ne pouvons être devant de tels agissements des spectateurs passifs. Nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. Il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Et puis, il y a ce départ annoncé il y a un mois du général François Lecointre, le successeur de Pierre de Villiers à la tête de l'état-major des armées. L'actuel SEMA a souhaité quitter son poste avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron afin de protéger la fonction. La première raison est d'éviter qu'il y ait une politisation de la fonction de chef d'état-major des armées. Je ne souhaitais pas qu'un chef d'état-major des armées, qui est un chef militaire, soit associé à un politique. Je pense qu'il est bon que les deux calendriers soient dissociés. Il faut surtout éviter qu'on imagine qu'un chef d'état-major des armées soit choisi pour ses opinions politiques. Le militaire redoute par ailleurs le retour de conflits de haute intensité, comme dans le Haut-Karabakh à l'automne dernier, et regrette des moyens militaires insuffisants pour y faire face. La loi de programmation militaire ne vise pas une montée en puissance ou l'acquisition d'une masse qui permettrait à l'armée de s'engager dans un conflit étatique majeur. Alors relativisons, Emmanuel Macron n'est pas le seul président à avoir eu maille à partir avec son armée. En 88, plusieurs anciens chefs d'état-major avaient publié un pamphlet contre François Mitterrand quelques jours avant l'élection présidentielle, et même le très respecté de Gaulle avait dû essuyer un putsch des généraux il y a 60 ans. Reste qu'Emmanuel Macron aura eu fort à faire pour préserver les liens avec la Grande Muette. En Afghanistan, l'avancée des talibans se poursuit. Ils se sont emparés d'un poste clé à la frontière du Pakistan. La France va rapatrier samedi les Français vivant en Afghanistan avec un seul vol affrété. Suivez. Des images diffusées par le ministère afghan de la Défense. Des soldats des forces afghanes tirent au lance-roquettes dans les rues de Kalainao, la capitale de la province de Badghis, lors d'une opération contre les talibans qui ont attaqué la ville début juillet. Face à l'avancée rapide des insurgés, les autorités afghanes ont affirmé samedi vouloir reprendre le plus important poste frontière avec l'Iran, tombé la veille aux mains des talibans. Pour contrer l'offensive, plusieurs centaines de combattants de la milice d'Ismail Khan, chef de guerre anti-taliban, ont rejoint la ville d'Hérat, dans l'ouest du pays. Les talibans se disent aujourd'hui maîtres de 85% du territoire afghan, un chiffre contesté par le gouvernement. En parallèle, les États-Unis ont poursuivi le retrait total de ces troupes, la fin de 20 ans d'une intervention militaire internationale déclenchée après les attentats du 11 septembre 2001. Conséquence, le chef des forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan, le général Austin Scott Miller, a quitté ses fonctions ce lundi lors d'une cérémonie militaire à Kaboul. Nous pouvons tous voir la violence qui sévit dans le pays, mais nous savons qu'avec cette violence, il est très difficile de parvenir à un règlement politique. Ce que je dis aux talibans, c'est qu'ils sont aussi responsables. La violence va à l'encontre de la volonté du peuple afghan et doit cesser. Preuve d'une situation fragile et qui inquiète, Paris a demandé à tous ses ressortissants français de quitter au plus vite le pays. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à très vite.